Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur le Nigeria. L'administration fiscale de ce pays a porté plainte contre la multinationale digitale Binance. Le Nigeria réclame 78 milliards de dollars de pertes économiques et 2 milliards d'impôts. Nous allons revenir sur les détails et les enjeux de cette initiative sous le prisme du système fiscal actuel, mais aussi des rencontres actuellement en cours aux Nations Unies pour avoir un cadre de coopération fiscale beaucoup plus inclusif. Notre responsable de plaidoyer, Liz Nelson, a fait le voyage pour participer à ces premiers échanges, la session organisationnelle. Elle nous partagera son sentiment en position d'invité. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Je vous le disais à la une, au Nigeria, l'administration en charge de collecter les impôts a décidé de porter plainte contre Binance. Souvenez-vous, cette multinationale qui, à travers des plateformes Internet, permet à ses clients, dont plusieurs au Nigeria, de pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Une société essentiellement digitale. Et au Nigeria, on a porté plainte au motif que même si l'entreprise n'était pas basée physiquement au Nigeria, elle y avait une présence économique significative. Nous profitons de cette plainte pour vous parler d'un ensemble de concepts qui animent aujourd'hui la taxation des multinationales dans l'ère d'une économie qui est digitalisée. À l'époque, rappelez-vous, si on veut acheter une chose ou la vendre, nous pouvons simplement aller dans un marché où nous rencontrons des personnes à qui nous proposons notre bien ou alors à qui nous proposons d'acheter leurs biens. Mais aujourd'hui, ça a changé avec des entreprises comme Binance, qui d'ailleurs déclarent n'avoir de siège nulle part. On peut se retrouver à acheter et à vendre des biens virtuels que nous payons en monnaie locale, notamment pour le cas du Nigeria, en Naira. Et finalement, l'entreprise touche des commissions, comme personne ne peut aller lui revendiquer quoi que ce soit, elle ne paye pas d'impôts. Alors le Nigeria avait prévu cela depuis. Rappelons que le Nigeria est l'un des pays les plus en avance sur la mise en œuvre des réformes fiscales. Le Nigeria avait prévu dans sa législation, dans sa loi, qu'une entreprise qui, par tous les moyens quelconques, surtout digitaux, fait des opérations ou a des interactions commerciales au Nigeria avec un chiffre d'affaires qui est supérieur à 25 millions de naira. Aujourd'hui, c'est pratiquement quelques 24 000 dollars parce que le naira en plus a perdu de la valeur, est considéré comme étant une société ayant une présence économique significative et doit même, par ce cas, payer les impôts. Alors, l'administration fiscale du Nigeria a porté plainte et c'est très important parce qu'en matière de droit fiscal international, une chose qu'on a toujours voulu résoudre, c'est de savoir dans quelle juridiction on peut porter plainte lorsqu'on revendique les impôts d'une multinationale. Sur ces points, l'Organisation pour la coopération et le développement économique a proposé un ensemble de mécanismes déjà pour éviter que ne se produise l'évasion ou l'évitement fiscal, mais aussi mettre en place
un cadre de coopération fiscale, une définition des mécanismes de revendication de l'impôt aux multinationales en disant que c'était la solution appropriée. Mais le cas du Nigeria met clairement en difficulté toutes les solutions qui ont été proposées par l'OCDE. La première chose, c'est que le Nigeria, de par les règles de l'OCDE, devrait pouvoir porter plainte à Binance ou alors à une filiale de Binance qui est dans un pays avec lequel le Nigeria a ce qu'on appelle des conventions fiscales, ou alors des pays qui, dans le cadre de ce que l'OCDE a présenté comme étant un succès, notamment l'accord multilatéral de coopération fiscale, devraient avoir décidé de discuter et d'échanger avec le Nigeria. Premier problème, le Nigeria a porté plainte devant les tribunaux d'Abuja sans aucun doute. Un tribunal de la capitale fédérale du Nigeria pourrait et devrait normalement donner raison au Nigeria parce que c'est clair que Binance n'avait pas une présence physique, mais des millions de Nigérians ont fait des transactions sur sa plateforme et ont payé des frais. La Cour d'Abuja donnera donc certainement raison à l'administration fiscale du Nigeria, mais maintenant la question est de savoir est-ce que cette décision pourra être opposable à Binance où qu'il se trouve, parce que Binance dit aujourd'hui que lui n'a des sièges nulle part, mais c'est sûr que Binance a des comptes bancaires quelque part ou des comptes bancaires sur une plateforme qui est affiliée à une juridiction. Donc là n'est pas le problème. Mais le défi est le suivant. À supposer même que finalement l'administration fiscale du Nigeria obtient gain de cause devant les tribunaux, ce que nous souhaitons d'ailleurs, la question sera de savoir comment cette décision sera mise en œuvre. Ici, le deuxième défi que pose l'accord multilatéral de l'OCDE. Cet accord prévoyait qu'un pays peut décider de choisir de ne pas assister les autres pour recouvrer l'impôt sur leur juridiction. Mais ce qu'on n'a pas toujours dit, c'est que de fait, le pays qui renonce à son droit d'assister les autres renonce aussi au bénéfice que les autres puissent l'assister, sauf si ils ont un accord fiscal. Donc, pour que la plainte du Nigeria aboutisse et que l'argent soit restitué, il faudrait soit que le Nigeria ait porté plainte à une filiale qui est dans une juridiction fiscale avec laquelle le Nigeria a des accords d'assistance mutuelle, ou alors il faudrait que le Nigeria demande qu'on l'assiste pour recouvrer son argent, ce qui ne sera pas facile. Alors, c'est une réflexion qui a été menée en fond chez Tax Justice Network grâce à notre expert légal qui m'aide aujourd'hui à vous expliquer ces choses ainsi. Mais dans le prochain podcast, je vous le promets, Bob Michel sera là lui-même pour vous parler des enjeux de la plainte du Nigeria et de l'opportunité surtout que ça représente de bien négocier une fois qu'on sera dans le cadre des Nations Unies. Parce que oui, les protocoles préliminaires au niveau des Nations Unies abordent deux choses. La première chose, c'est comment taxer une économie qui s'est davantage digitalisée. C'est clair qu'on ne reviendra pas nous dire qu'il y a déjà des solutions qui existent avec l'OCDE. Le Nigeria est en difficulté avec ces solutions qui n'apportent pas vraiment une espèce de levier aux pays en développement et qui n'ont pas les moyens, comme le pays de Donald Trump, de dire si vous ne faites pas ci, moi je vais vous faire X. Donc le Nigeria devra batailler dur. La deuxième chose qu'on a dans le cadre des discussions au sein des Nations Unies, c'est qu'on parlera des mécanismes de résolution de conflits en matière fiscale. Il semble finalement que le Nigeria
se soit avancé sur une problématique qui est vraiment une problématique de l'heure. Mais nous reviendrons sur tout ça et je vous le promets, je vous emmènerai Bob Michel, c'est l'expert de ces questions. Il vous détaillera ça de manière beaucoup plus fluide que moi, je ne peux le faire pour le moment. Mais par contre, je vous emmène déjà quelqu'un d'autre qui était à la première session, qui ouvre les discussions dans le cadre des échanges, des négociations en vue d'établir une convention, un cadre de coopération fiscale internationale sous le prisme des Nations Unies. Je vous parle de Liz Nelson. Elle est une des administratrices chez Tax Justice Network, mais surtout, elle est la directrice en charge du plaidoyer. Elle est l'invitée de ce podcast. Je vous invite à écouter l'entretien que j'ai eu avec Liz. L'invité du jour. Alors Liz, je le disais, tu as fait partie de cette grande délégation de la société civile internationale qui milite depuis plus de 2 décennies pour une meilleure justice fiscale, mais surtout pour que les discussions en la matière soient portées dans le cadre des Nations Unies. Comment est-ce que tu t'es senti au cours de cette première session? Qu'est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs surtout sur le déroulé de ce premier événement, ce premier pas vers quelque chose forcément qui sera ultime? La session organisationnelle de février était vraiment intéressante. C'était vraiment intéressant d'être là en tant qu'observatrice car durant cette session, la société civile n'a pas pu intervenir. Nous participions donc tous en observateurs. Comme vous l'avez dit, c'était une session organisationnelle et essentiellement, il s'agissait d'organiser comment les États membres travailleront ensemble lorsqu'ils se réuniront. Quelles sont les modalités pour accomplir la mission de produire une convention cadre et 2 protocoles préliminaires d'ici 2027? C'était une session importante car ce que nous avons vu, c'était les blocs de pays comme le groupe africain, le groupe latino-américain, travaillant et parfois s'opposant au bloc européen, si je peux l'appeler ainsi. Mais nous avons aussi relevé cette nécessité de négocier, tout en sécurisant les intérêts de leur pays, sans compromettre leur position, mais en même temps, presque comme une considération du fait que cela va prendre des mois, voire des années à négocier, et qu'il va falloir faire des concessions sur certaines choses. Donc, explorer quels sont, et mettre, si vous voulez, dans le domaine public, quels sont les éléments sur lesquels nous ne sommes pas prêts à bouger. Quels sont les points sur lesquels nous pouvons offrir une certaine flexibilité? Il y a donc eu des moments tendus dans la salle, notamment sur la décision qui devait être prise concernant l'élaboration des règles, où essentiellement les pays du Nord global se battaient fermement pour une règle basée sur le consensus plutôt que sur le vote. Et en fait, lors de la session sur la prise de décision, il a été convenu que les règles de prise de décision par le comité intergouvernemental se feront à la majorité simple. Et les décisions relatives au protocole préliminaire seront prises à la majorité des 2 tiers. Un autre moment fascinant dans cette session organisationnelle a eu lieu le 2e jour avec l'annonce par les États-Unis d'Amérique de leur retrait complet des négociations, alors qu'ils partaient, leur tentative d'inciter et d'amener d'autres pays à les rejoindre pour quitter point la session. Personne n'a bougé. On aurait pu entendre une mouche voler. Et c'était vraiment un moment où toutes les autres délégations de pays ont dû garder leur sang-froid. Car il n'y avait pas de possibilité de consulter qui que ce soit dans les capitales. Et donc un énorme élément incertitude a soudainement été jeté dans la balance et, au crédit de l'Union africaine, des pays d'Amérique latine, à travers le monde, les gens sont restés concentrés sur la tâche. Et comme je l'ai mentionné, il y avait 2 tâches très importantes. L'une était comment prenons-nous des décisions dans ce comité? Et je viens de le mentionner. L'autre était, quel devrait être le 2e protocole préliminaire? Et il y avait des options sur la table qui figuraient dans les termes de référence,
à savoir la taxation d'une économie qui est numérisée, des mesures pour lutter contre les flux financiers illicites, très favorisés par le groupe africain, la prévention et la résolution des différends fiscaux. Ce dernier point est en fait devenu le deuxième protocole préliminaire. Et enfin, l'imposition des riches, qui je pense est très favorisée par les pays d'Amérique latine. Maintenant, ces questions et sujets qui n'ont pas été choisis comme deuxième protocole préliminaire ne seront pas perdus, ils resteront dans le cadre pour être examinés ultérieurement. Donc, d'une certaine manière, la manière dont les différents pays et le comité intergouvernemental ont travaillé ensemble a été mise en évidence, et c'était vraiment intéressant. Alors, au cours de cette session, quels sont les points que tu as trouvés encourageants, mais aussi quels sont les éléments sur lesquels le mouvement global pour la justice fiscale devrait prêter attention dans le cadre de ces difficiles et longues négociations qui viennent de s'ouvrir dans le cadre des Nations Unies? Je pense que, étant donné des intérêts si différents et des perspectives différentes venant de différents pays, c'était vraiment encourageant de voir que collectivement le comité mobilisait leur expertise tout en restant fidèle aux intérêts de leur pays pour trouver un chemin qui fonctionne en quelque sorte et une reconnaissance du fait que, dans toute négociation, il y a des choses auxquelles il faut renoncer, et que c'est la nature de la négociation. Mais je pense que, mis de côté le retrait des États-Unis, les pays restent engagés dans une tâche très difficile qui doit être négociée, et je pense que c'était incroyablement intéressant. Il est aussi très clair que le groupe africain, une fois encore, montre du leadership dans ces négociations. Il travaille avec d'autres pays pour sécuriser les intérêts des pays à faible revenu. Et bien qu'il soit encore loin d'avoir atteint ses objectifs, les discussions restent centrées sur la prise de décision et les protocoles préliminaires. Ce sont des questions vraiment complexes et, je dirais que, bien que les groupes travaillent bien ensemble, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas en désaccord sur certains points. Mais ils parviennent à identifier quelles sont les priorités, quelles sont les choses sur lesquelles il est absolument nécessaire de trouver une solution ici. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles le mouvement global pour la justice fiscale a plaidé pour que ces négociations d'un cadre fiscal international soient discutées à l'ONU, c'était parce qu'on espérait que les débats prendraient plus en compte des intérêts liés aux droits de l'homme que des intérêts purement corporatistes ou des intérêts de l'ordre capitaliste. Est-ce que tu as senti la question droits humains, droits de l'homme effleurer les réflexions, soit en coulisses, soit au niveau des séances en plénière? Pour cette session organisationnelle, d'une certaine manière, je ne pense pas que nous nous attendions à beaucoup de débats sur les droits de l'homme. Les lignes de fracture sur ce sujet avaient déjà été tracées un peu plus tôt, vers la fin de l'année dernière, dans les termes de référence. Et c'était vraiment essentiel en tant que mouvement collectif, que nous veillions à ce que la question des droits de l'homme fasse partie de ces termes. Je pense que, si vous regardez les termes de référence, vous verrez probablement qu'il n'y a pas de langage spécifique sur le genre. Ce n'est pas inclus dans la convention cadre. Mais ce qui est important, c'est que les termes de référence incluent une référence aux principes des droits humains. Je pense que c'est au paragraphe 9, et ces principes servent de guide. Et ce que disent les termes de référence, c'est que ces principes directeurs seront alignés dans la poursuite de la coopération fiscale internationale avec les obligations des États en vertu du droit international des droits humains. C'est donc un élément fondamental, car cela couvre de nombreux aspects.
Mais surtout, les principes des droits humains incluent la non-régression, la justice sociale, la transparence, la redevabilité, toutes les choses qui comptent pour nous en matière de justice fiscale, toutes les choses qui doivent être mises en place pour garantir la justice de genre. Et cela constitue une partie essentielle de ce processus. Le deuxième point que je soulignerai concernant ces principes, c'est qu'ils sont fondés sur la coopération et la coopération internationale. Donc, je pense que vous ne verrez pas de langage spécifique sur le genre. Mais le fait qu'il y ait des principes des droits humains sur lesquels nous pouvons nous appuyer permet d'assurer qu'il existe une sorte de filet de sécurité autour de l'égalité de genre. Nous sommes nombreux dans le mouvement global pour la justice fiscale, pour une fiscalité internationale qui permet aux pays du Sud de mobiliser plus de ressources domestiques, d'éviter des endettements, d'éviter d'enrichir des personnes déjà plus riches, mais aussi surtout de financer les objectifs de développement durable, de s'assurer, Leeds, que nous parviendrons à mitiger les effets des changements climatiques qui sont en train de s'approcher parce que personne ne joue sa part dans le respect des engagements pour le climat. Alors, mais dans ce vaste champ de plaidoyer, quelle peut être la valeur ajoutée qu'apporterait Tax Justice Network? Quel est ton message aux autres en tant que responsable de plaidoyer? Qu'avons-nous à donner aux autres pour soutenir ce mouvement en tant qu'acteur clé? That's a really interesting question to try and answer. C'est une question vraiment intéressante et j'essaierai de répondre. Nous avons absolument un rôle très important à jouer, tout comme d'autres, au sein du réseau plus large de justice fiscale et du réseau des droits humains. Je vois très clairement notre rôle au sein de Tax Justice Network et plus largement, comme celui d'informer le public. Nous devons informer les décideurs politiques sur le processus du comité de négociation, sur les résultats probables et leur impact, ainsi que sur ce que la convention fiscale signifie pour les citoyens de chaque pays. Une chose vraiment importante à garder à l'esprit, c'est que, pendant ces négociations, certaines délégations sont composées en partie de représentants des ministères des Finances et en partie de représentants du développement. Ils abordent donc ces discussions sous des angles très différents. Ils arrivent aussi avec des niveaux d'expertise et de connaissances variés. Certains auront une expertise en fiscalité, d'autres non. Notre rôle est de fournir des ressources, du dialogue, des contributions apporter des connaissances à la fois sur le processus et sur l'aspect plaidoyer pour changer comment le sujet est perçu dans l'espace public mais aussi ses connaissances techniques. Nous devons donc être capables d'expliquer, à la fois de manière synthétique et détaillée, ce qu'est l'échange automatique d'informations, comment cela va impacter l'égalité, les services publics, l'accès à la santé, et en quoi cela constituera l'un des piliers d'un terrain de jeu équitable en matière de droit de taxation. De même, en ce qui concerne la transparence sur les bénéficiaires légaux et effectifs des entreprises. Comment cela va fonctionner? À quoi cela ressemblera-t-il? De même, en ce qui concerne la transparence sur les bénéficiaires légaux et effectifs des entreprises. Comment cela va fonctionner? À quoi cela ressemblera-t-il? Comment cela devrait-il être conçu pour être le plus progressiste possible? Il en va de même pour le reporting pays par pays, la résolution des différends fiscaux et tous ces domaines. Comment cela devrait-il être conçu pour être le plus progressiste possible? Il en va de même pour le reporting pays par pays, la résolution des différends fiscaux et tous ces domaines. Je pense que nous pouvons fournir l'analyse quantitative, les données sur l'ampleur et l'impact de ces enjeux, mais aussi expliquer comment ces éléments fonctionnent en tant que concept et outils techniques. Nous avons donc un rôle vraiment essentiel à jouer et notre force réside précisément dans cela, fournir à la fois des données quantitatives, comprendre l'ampleur et l'impact des enjeux, mais aussi expliquer ce que ces mesures signifient et comment elles fonctionnent en pratique. C'est donc une grande opportunité. L'autre chose à dire, c'est qu'aucune organisation de la société civile ne peut faire cela seule. Nous devons nous rassembler et travailler en collaboration. Parce qu'ensemble, notre voix sera plus forte. Je rappelle, Leeds, que tu diriges l'équipe de plaidoyer chez Tax Justice Network qui fait aujourd'hui un très très grand boulot. Mais en quelque sorte, après cette
première session à laquelle tu as assisté après avoir échangé avec les partenaires de la justice fiscale sur le terrain et au regard même de la stratégie de plaidoyer que Tax Justice Network continue d'affiner, continue de renforcer, quelle est l'approche plaidoyer que tu penses pourra se développer au fil des jours prochains au gré de l'avancement des négociations dans ce cadre? I think these issues are really important. Je pense que ces points sont vraiment importants. Notre approche en tant qu'organisation, c'est que nous ne cherchons pas une solution isolée. Donc, lorsque nous réfléchissons au financement du climat, nous devons mobiliser nos meilleures réflexions, nos meilleures recherches et nos meilleures analyses de données pour nous assurer que nous ne sommes pas en train de colmater une brèche d'un côté tout en laissant des failles béantes ailleurs, permettant ainsi aux instruments de secret financier de continuer à fonctionner. Parce que, même si nous avons de bons impôts et des taxes progressives sur le climat, sans cohérence dans la politique globale, cela peut en réalité causer plus de dégâts que de bien en matière de financement climatique. Donc, je pense que nous devons réfléchir à la manière dont ces éléments interagissent avec la Convention. Nous devons être très attentifs aux résultats et réfléchir soigneusement à l'impact. Car, trop souvent dans l'histoire, nous avons vu des taxes dites progressistes qui n'étaient pas pensées de manière cohérente dans l'ensemble du régime fiscal. Et, inévitablement, ce sont les pays les plus pauvres et les citoyens les plus marginalisés qui en pâtissent. Aujourd'hui, la logique dominante est celle de « chaque pays pour soi ». C'est au cœur même de la situation géopolitique actuelle. Mais le travail autour de la Convention des Nations Unies repose justement sur le principe de coopération internationale et sur la nécessité d'une cohérence des politiques que nous défendons. And of the coherence of our policies that we're advocating. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de votre podcast en français sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je rappelle que j'ai bénéficié d'un appui technique de ma collègue Léo, qui fait un excellent travail de revue de l'ensemble de la production, que les podcasts de Tax Justice Network sont supervisés par une personne que vous ne voyez pas, mais qui fait un travail extraordinaire. Je parle de Naomi Fowler, qui dirige l'équipe de podcast. Et je rappelle que pour ceux qui, en dehors du français, écoutent d'autres langues, les podcasts sont aussi accessibles pour les langues arabes, espagnol, portugaise, anglais bien évidemment, et bientôt il y aura un podcast sur les pays d'Asie du Sud-Est, je pense au Pakistan ou à l'Inde. Vous pouvez aller écouter ce podcast sur notre page de podcast avec s.taxjustice.net. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur l'ensemble des applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et toutes les autres plateformes de podcasts qui sont gratuits, notamment Stitcher. Et puis, vous allez retrouver votre programme. Je précise aussi que pour le doublage des voix des leads, nous avons fait recours à des outils d'intelligence artificielle afin de pouvoir optimiser la pertinence et l'efficience du message qu'elle a donné pour nos collègues francophones. Je vous annonce que la prochaine édition, vous allez écouter un expert de chez Oxfam qui parlera d'un sujet très important, le colonialisme et l'injustice fiscale d'aujourd'hui. Et je vous l'ai promis, je ferai aussi venir Bob Michel qui reviendra sur cette question précise de ce qu'on appelle présence économique significative, de la meilleure coopération fiscale qui puisse exister, au-delà de l'accord multilatéral de l'OCDE qui finalement a des limites, mais aussi un peu des mécanismes de résolution de conflits fiscaux pour permettre aux pays les moins puissants d'avoir des leviers
pour récupérer leur impôt où il a été volé. Je rappelle qu'à l'échelle du monde, selon le rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, pratiquement 500 milliards de dollars d'impôts ont été évadés au cours des années précédentes. Et à cela, il faut prendre en compte le rôle des multinationales, mais aussi des riches fortunés. Ces riches fortunés, qui notre collègue de Oxfam nous le dira, bénéficient de la perpétuation d'un système d'extraction et d'accumulation coloniale qui font en sorte qu'ils se transmettent la richesse sans payer d'impôts sur la transmission du capital. Et les pays africains n'y voient que du feu. Donc, autant de sujets qui vont être abordés dans la prochaine édition, mais aussi dans les prochaines éditions. Ne manquez pas de lire notre blog qui parle des enjeux des protocoles préliminaires sur la convention fiscale négociée à l'ONU. Il sera écrit et publié en français sur les pages de Tax Justice Network. Et ne manquez pas d'aller lire les ressources de Tax Justice Network. Pour tous ceux qui font de plaidoyer, il n'y a pas aussi grande expertise. Il y a beaucoup de contributions d'autres collègues en Afrique que nous lisons tout le temps, mais allez aussi lire chez Tax Justice Network afin de compléter ce que vous avez déjà appris localement. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu protège vos taxes et que Dieu protège les impôts de votre pays.